Les espaces de réflexion éthique régionaux ont été voulus par les lois de bioéthique de 2004 et mis en place dans les régions en 2012. L'IRENA, c'est-à-dire l'espace de réflexion de Nouvelle-Aquitaine, a 3 sites, le site de Bordeaux, de Poitiers et de Limoges. Nous avons été impliqués dans cette crise pandémique Covid dans le cadre d'un partenariat avec le CCNE par la mise en place de cellules de soutien éthique Covid pour les soignants, les usagers, mais également les résidents d'EHPAD, de structures médico-sociales, les familles, les aidants. Ce soir, le sujet est le sujet de la vaccination anti-Covid, la stratégie vaccinale qui a suscité en France et dans le monde beaucoup d'espoir, d'inquiétude, de peur, de colère ou de résignation parfois, et en tout cas soulève de nombreuses interrogations médicales mais aussi éthiques. Donc ce soir, 3 intervenants. Le professeur Sébastien Hans, qui est professeur des universités, qui est membre de l'UMR, INSERM, support moléculaire des résistances et innovations, qui dans son topo va nous présenter un historique un petit peu de la vaccination. Le professeur Jean-François Fauché, ensuite professeur des universités, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Limoges, qui va reprendre un petit peu les différents points concernant la vaccination et ses spécificités concernant le Covid-19 et bien sûr va nous apporter aussi un certain nombre de pistes de réflexion éthique par rapport à cette vaccination. Puis le professeur Philippe Nebucpo, professeur des universités, chef du pôle universitaire de psychiatrie de l'adulte et de la personne âgée et d'addictologie, qui va nous présenter un petit peu les représentations socio-culturelles de la vaccination, les freins psychologiques, la crise de confiance, les fake news. Vous avez aussi la possibilité, en plus de votre intervention sur les 5 minutes qui suivront chaque intervention, d'interagir par l'intermédiaire de la boîte de dialogue. Sophie Trarieux, chargée de mission à RNA, et moi-même, nous surveillerons cette boîte de dialogue et nous essaierons de porter aussi les interrogations de chacun. Donc, je vais laisser la parole dans un premier temps au professeur Sébastien Hans pour sa première intervention. À toi, Sébastien. Merci Maryse. Voilà, merci, bonsoir à tous. Je tenais tout d'abord à remercier Monsieur Clément, Maryse et Sophie Trarieux pour leur invitation et l'organisation de cette soirée. Et donc, comme Maryse a déjà introduit un petit peu le sujet, on a souhaité, pour bien comprendre un petit peu tous les enjeux qui peuvent prendre place autour de la vaccination en général, et plus particulièrement de la vaccination anti-Covid-19, on a souhaité refaire un petit point d'historique sur la vaccination et sur les principes de la vaccination. Et j'aborderai également, en tant que virologue, quelques notions sur le virus, le SARS-CoV-2, à l'origine de cette pathologie, la Covid-19, avant de céder la place donc au professeur Jean-François Fauché, qui lui abordera plus en détail les mécanismes d'action de ces différents vaccins et tout ce qui va tourner autour de ces nouvelles approches. Donc, pour reprendre très loin l'histoire de la vaccination, on avait constaté depuis l'Antiquité que certaines personnes atteintes une première fois par des maladies infectieuses n'étaient pas malades une seconde fois de la même pathologie. Mais ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle que naît le concept de vaccination. Avec, certains s'en souviennent peut-être, l'histoire du docteur Jenner et de la variole des vaches, qui est dû à un virus, le virus de la vaccine, qui a servi pour la première fois, qui a été inoculé à un jeune garçon et qui, de ce fait, l'a protégé de la variole. Ensuite, au 19e, tout le monde connaît Louis Pasteur, bien sûr, à qui l'on peut attribuer le premier vaccin atténué, on reverra un petit peu ces définitions. Premier vaccin qui n'était pas celui de la rage, que tout le monde connaît bien, mais celui qui protège contre le choléra des poules. Enfin, dans les années 1880-1930, des progrès dans la connaissance des micro-organismes ont mis en évidence que certaines pathologies étaient dues à des toxines, et on a pu ainsi développer des toxines inactivées,
qui ont pu servir de vaccin. Et puis, parallèlement, l'utilisation, là aussi, de micro-organismes, des bacilles, des bactéries, mais également des virus qu'on utilise après les avoir inactivés comme vaccin. Dans les années 1930 à 1960, on a vu l'émergence de nouveaux vaccins grâce à l'utilisation notamment de cultures cellulaires virales. Et c'est ainsi qu'on a pu développer notamment le vaccin contre la polio et puis le vaccin contre la grippe qui, aujourd'hui encore, est produit par culture sur des œufs embryonnés. Et puis, progressivement, se sont développés des vaccins combinés, c'est-à-dire qu'on va associer plusieurs vaccins entre eux dans une seule injection qui vont pouvoir ainsi protéger contre plusieurs pathologies. Enfin, à la fin du XXe siècle, après les années 60, de gros progrès ont été réalisés en biotechnologie et en génie génétique qui ont permis de produire de nouveaux vaccins basés sur l'utilisation de protéines produites par donc génie génétique sur système de levure, par exemple, ou de cellules d'insectes, pour ensuite injecter ces protéines dites recombinantes en qualité de vaccin. Et puis, un dernier bond technologique au XXIe siècle, donc plus récemment, on a vu apparaître ce dont Jean-François Fauché vous parlera beaucoup plus en détail par la suite, ces vaccins composés d'acides nucléiques, hein, donc le génome qui compose les agents pathogènes, vaccins à base d'adénovirus recombinants qui contiennent de l'ADN, ou bien les vaccins ARN pathogènes. On parle également d'antigènes. Il est administré chez le sujet sain avant la maladie pour induire une réponse immunitaire qui pourra ainsi protéger de la maladie en cas de rencontre ultérieure avec l'agent infectieux. L'objectif d'une vaccination est donc de stimuler le système immunitaire en mimant une infection sans induire de pathologie et pour garder à terme une mémoire immunitaire. Et ainsi, lorsqu'on est de nouveau en contact avec l'agent pathogène, les cellules immunitaires se remettent au travail rapidement et produisent des anticorps et des cellules protectrices. Il faut bien garder à l'esprit l'importance du rapport bénéfice-risque lorsqu'on développe un vaccin. En effet, il faut que le bénéfice, c'est-à-dire la protection apportée, soit intéressante à l'échelle d'une population. Pour un risque, bien entendu, minimal, le produit doit être le plus dénué d'effets secondaires possible. 3 critères permettent d'envisager le développement d'un vaccin. D'une part, l'impact de la maladie en santé publique, le fait qu'on développe naturellement une réponse immunitaire suite à une infection par le pathogène, et puis bien sûr, il faut connaître un minimum de la structure et de la composition de l'agent infectieux pour pouvoir développer une stratégie vaccinale. Donc, la vaccination peut avoir 2 objectifs en fonction effectivement vis-à-vis de quel pathogène elle s'adresse. On peut avoir un objectif de protection collective et d'éradication lorsque le pathogène est localisé dans un réservoir strictement humain. C'est le cas par exemple du virus de la variole, du virus de la rougeole ou encore de la poliomyélite. Si l'on vaccine une quantité importante de la population, en général plus de 90%, et qu'on maintient ce taux de couverture, c'est-à-dire le nombre d'individus vaccinés dans la population, suffisamment élevé, on va interrompre la transmission du pathogène d'individu à individu jusqu'à la disparition de la maladie. Par contre, pour les pathogènes qui vont se retrouver soit dans l'environnement, dans la terre par exemple, comme certaines bactéries, ou dans des réservoirs non humains, tels que les virus de la grippe, qu'on peut retrouver chez différents animaux, on ne pourra jamais envisager une éradication et une protection collective. La protection sera uniquement individuelle, plus ou moins étendue à l'entourage, évidemment, puisqu'un individu non infecté ne va pas contaminer ses proches, mais cela ne sera qu'un objectif de contrôle, nécessitant une surveillance continue, et puis, bien sûr,
une vaccination suivie de rappels pour pouvoir maintenir cette protection. Les vaccins peuvent être divisés en deux catégories. Les vaccins vivants atténués, qui sont composés d'une souche microbienne proche de la souche sauvage, sans réel pouvoir pathogène, pour réaliser finalement une infection à minima, inapparente, et c'est ceux qui stimulent au mieux l'immunité. Un exemple que tout le monde doit avoir en tête, c'est le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, ou encore le vaccin varicelle-zoster. Attention, ces vaccins étant vivants, ils sont contre-indiqués en cas d'immunodépression et chez la femme enceinte. À l'opposé, on a des vaccins non vivants, qu'on qualifie également d'inertes. Ce sont les plus nombreux, puisqu'ils peuvent être de différentes compositions. Soit ce sont des germes entiers qu'on a inactivés, comme le virus de la poliomyélite, des fractions antigéniques, soit à base de sucres qui sont contenus à la surface des bactéries, comme pour les vaccinations Haemophilus, pneumocoque ou méningocoque, ou bien des toxines qu'on a inactivées, qu'on appelle alors des anatoxines, c'est le cas du vaccin diphtérie et tétanos. On a également des antigènes viraux purifiés, comme le cas de l'antigène HBS dans le vaccin hépatite B. Et puis plus récemment, ces vaccins à ARN messager et les vaccins vecteurs adénovirus recombinants, que je ne vous détaillerai pas ici. L'ensemble de ces vaccins n'ont pas de contre-indication, sauf une allergie à un composant. La réponse immunitaire induite par la vaccination est très différente selon le type de vaccin considéré. Ce qu'on peut mesurer relativement facilement, c'est la production d'anticorps dans le sang suite à une vaccination. C'est ce qu'on appelle la réponse immunitaire humorale. Parallèlement, il existe également une réponse immunitaire cellulaire, mais qui est beaucoup plus difficilement mesurable par les techniques de laboratoire classiques. Concernant la production d'anticorps, on voit que lorsqu'on a un vaccin vivant atténué, on a une production d'anticorps qui est auto-entretenue par l'amplification de la souche vaccinale injectée, puisqu'on a affaire à un vaccin vivant qui continue, le microbe atténué continue de se multiplier. Par contre, pour un vaccin inactivé ou sous-unitaire, à la suite de la première injection qui a induit la production d'anticorps, on a besoin d'un rappel, et voire de rappels réguliers pour maintenir un taux d'anticorps suffisant pour protéger l'individu. Je ne vais pas détailler tous les bénéfices de la vaccination, mais ce tableau résume assez bien pour différentes grandes maladies comme la variole, la diphtérie, le tétanos, la polio, la rougeole, etc. Le bénéfice qu'on peut voir en termes de réduction du nombre de décès, ici dans cette dernière colonne, avec une réduction de l'ordre de 99 à 100% pour la plupart de ces pathologies, ce qui est quand même un bénéfice indéniable. On va voir 4 grands succès majeurs de la vaccination, mais c'est un peu réducteur par rapport à effectivement tout ce que j'ai pu vous montrer dans le tableau précédent. L'éradication de la variole, la quasi-disparition de la poliomyélite, la rougeole pour lesquelles beaucoup de progrès ont été faits mais sont encore à faire, et puis certains vaccins ont été développés même pour prévenir les cancers. C'est le cas des cancers du foie dus à l'hépatite B et des cancers liés au papillomavirus. Alors l'éradication de la variole, vous voyez que c'est un des vaccins les plus anciens, constitué du virus de la vaccine, qui induit par une immunité croisée, donc une protection contre la variole. Après une vaccination intensive durant tout le XXe siècle, on a pu voir la dernière épidémie survenir en 1977, et vous avez ici le dernier sujet atteint, le 26 octobre 1977, et 3 ans après, l'OMS a déclaré l'éradication de cette maladie, ce qui a pu se poursuivre par un arrêt de la vaccination, puisque aucun virus ne circulait à la surface du globe à partir des années 80. Deuxième grand succès, le vaccin contre la poliomyélite. La poliomyélite est un entérovirus qui peut donner différentes symptomatologies, mais dont la principale complication sont les infections neuroménagères, avec notamment la paralysie. Et là aussi, en vaccinant très largement au niveau mondial, vous voyez, sur 10 ans, entre 88 et 99,
on est passé de 350 000 cas à 7 000 cas. Et puis aujourd'hui, on est à une éradication mondiale à près de 99%. Seuls encore 3 pays, l'Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan, voient une circulation d'entérovirus sur leur territoire, ce qui génère environ 100 à 200 cas par an. Mais l'éradication est proche. Pour ce qui est de la rougeole, on a un vaccin qui est très efficace permettant d'envisager une éradication, ce qui a été écrit par l'OMS en 2005, puis ensuite en 2015, et malheureusement, vous voyez aujourd'hui, ces courbes, on a encore plusieurs milliers de cas, plusieurs dizaines de milliers de cas par an au niveau mondial, avec un impact important pour l'Afrique, comme vous le voyez par la représentation en bleu ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous avait entendu forcément parler du R0 du virus de la Covid-19, qui est de l'ordre de 1, et là, on a un R0 qui est de 15 à 20, ce qui nécessite une couverture vaccinale de plus de 95% de la population pour pouvoir bloquer la circulation du virus. Et donc, ce taux de couverture n'étant pas atteint à ce jour, la circulation ne peut toujours pas être contrôlée, mais c'est un objectif atteignable. Enfin, dernier grand succès, la prévention des cancers, prévention du cancer du foie dû au portage chronique du virus de l'hépatite B, une vaccination qui maintenant est recommandée depuis 1997 pour tous les nourrissons, qu'on retrouve dans le vaccin hexavalent chez tous les nouveau-nés en France, qui a permis de diminuer d'un facteur 5 le nombre de cas d'infection depuis les années 70-80. Et puis parallèlement, un autre vaccin, le vaccin contre le papillomavirus, a permis de voir diminuer le nombre de lésions dues à ces virus. Et puis, comme le temps est très long entre l'infection par un papillomavirus et le développement d'un cancer, en moyenne une bonne dizaine d'années, la vaccination qui a été mise en place en 2006 commence à montrer ses bénéfices avec des premiers résultats en termes de protection vis-à-vis du cancer du col publiés en 2018. Pour revenir à notre sujet du jour, après vous avoir démontré les bénéfices généraux de la vaccination, on va voir quelques points sur l'impact de cette pandémie à Covid-19. Les dernières données, qui remontent à la fin de la semaine dernière, rapportent plus de 115 millions de cas au travers le monde, avec plus de 2,5 millions de décès. Et en France, près de pas loin de 4 millions de cas et plus de 87 000 décès. Cette pandémie est due à un virus, le SARS-CoV-2, dont je vais vous donner quelques notions de structure ici pour mieux comprendre comment fonctionnent les vaccins anti-Covid-19. Ce virus est un virus enveloppé, comme vous pouvez le voir ici, composé d'un génome à ARN, acide ribonucléique, protégé par une nucléocapside, cette protéine N ici. Et au niveau de son enveloppe se trouvent plusieurs protéines, et dont celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui est la protéine Spike, ou S, qui est composée de 2 sous-unités, comme on voit ici à droite, et contre laquelle les anticorps vont être produits dans le cas des vaccins. Pourquoi cette protéine S est si importante ? C'est la clé d'entrée du virus dans l'organisme. En effet, comme on peut le voir ici, cette protéine S se lie au récepteur ACE2, le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui permet l'entrée du virus et de démarrer la réplication virale. Point important, ces récepteurs sont présents sur de très nombreuses cellules dans l'organisme, ce qui fait que cela va générer de très nombreuses manifestations cliniques, une symptomatologie très variée que vous avez pu entendre dans le cadre de cette pathologie. Suite à cette infection naturelle, on va développer une réponse immune qui, et là aussi je vous montre essentiellement des résultats de réponse humorale, la production d'anticorps, puisque la réponse cellulaire, encore une fois, est très difficilement mesurable. En général, on voit apparaître 2 types d'anticorps, des anticorps de type IgM, ici en bleu, qui apparaissent les plus précocement et qui augmentent jusqu'à avoir un plateau autour de 3 semaines et commencent à décroître la 4e semaine. Parallèlement, les anticorps qu'on va garder le plus longtemps,
de type IgG augmente parallèlement et continue d'augmenter à la 4e semaine, et à 19 jours, 100% des patients dans cette étude avaient des IgG. Si l'on compare les patients présentant dans le graphique du bas, si l'on compare les patients présentant une forme sévère en orange, les patients présentant une forme non sévère, on voit que les taux d'IgG sont plus élevés dans les 2 premières semaines en cas de forme sévère, probablement dû à l'exposition beaucoup plus intense de l'organisme à ce virus. Et enfin, pour terminer ma partie, je vais vous dire quelques mots sur les variants, puisque eux aussi vont avoir un impact dans le cadre de la vaccination Covid-19. Il faut savoir que dans le cadre des virus à ARN, la variabilité virale est quelque chose de tout à fait normal et physiologique dans l'écologie de ces virus. Lorsque les virus se multiplient, ils vont dupliquer leurs molécules, leur génome, leurs molécules d'ARN, et lors de cette réplication, il va y avoir des erreurs d'introduction dans le génome. Et il faut bien comprendre que si ces erreurs, ce qu'on appelle des mutations, permettent d'acquérir un potentiel d'efficacité plus important pour le virus, ou de survie plus importante, ou de transmissibilité, ou d'échappement à la réponse immunitaire, et bien en fait, cette mutation, conférant un avantage à ce nouveau virus, va persister, et c'est même cette forme qui va devenir la forme majoritaire. Et comme vous l'avez vu, on a vu apparaître ce fameux variant anglais avec plusieurs dizaines de mutations, mais dont les plus caractéristiques sont la mutation en position 501 et une délétion des acides aminés 69-70. Et cette mutation en position 501 permet d'augmenter la transmissibilité de ce variant. Et c'est la raison pour laquelle il s'est de plus en plus implanté sur tous les territoires dans lesquels il a commencé à diffuser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a près de 50% de variants anglais sur certains territoires. Et puis, d'autres mutations ont émergé également dans cette protéine S. La mutation 484 qu'on va retrouver dans le variant sud-africain et dans le variant brésilien, là aussi j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a d'autres mutations caractéristiques de ces variants, mais cette mutation, elle, va conférer un échappement à la réponse immunitaire. Donc là aussi, ces variants, finalement, ont encore un avantage sélectif supplémentaire par rapport aux variants anglais, et c'est ce qui fait qu'ils ont tendance à émerger au sein également d'une population. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir de ces mutations dans cette protéine spike, c'est qu'elles peuvent avoir différents impacts. Aujourd'hui, on a des mutations qui ont un impact sur la transmissibilité, éventuellement sur l'échappement à la réponse immune, et c'est pour ça qu'il faut surveiller de près ces variants, et puis qu'il va falloir peut-être dans un avenir plus ou moins proche envisager une adaptation des vaccins existants. Et pour plus de détails sur ces vaccins, je laisserai la parole au professeur Jean-François Fauché. Je vous remercie de votre attention. C'est à mon tour de vous remercier. Le docteur Fiorenza Gasc, Madame Trarieux et puis Monsieur Clément pour cette soirée autour de la vaccination Covid et des enjeux éthiques. Effectivement, je vais inscrire mon topo dans les pas de ce qui vient d'être dit par Sébastien Hans, qui a déjà dit beaucoup de choses sur ce qu'est la vaccination en général. Et puis, je vais finir mon topo sur les aspects, soulever quelques points éthiques pour ensuite laisser la parole au professeur Philippe Nboukpo. Alors, on a parlé d'immunisation et là, il s'agit, dans le cadre de la vaccination contre la Covid, d'immuniser contre la protéine Spike. Elle était en bleu dans le topo de Sébastien Hans. Et là, sur les petites figures qui sont en bas de la diapositive, elles sont en rouge, ces protéines Spike, qui sont les protéines qui vont permettre au virus de s'accrocher à son récepteur. Et c'est vraiment la cible
qui avait déjà été pressenti d'ailleurs pour vacciner contre d'autres coronavirus, qui est aussi choisi pour vacciner contre le SARS-CoV-2, qui est l'agent de la COVID-19. Alors, vous avez peut-être vu, si vous avez lu des choses sur la vaccination Covid, vous avez entendu parler de plateformes vaccinales. Alors, en fait, il ne faut pas imaginer que ce sont des lieux physiques, les plateformes vaccinales. C'est un terme qui s'est imposé dans le vocabulaire de la technologie pour parler de technologie vaccinale, puisqu'elles se sont diversifiées. Et on utilise maintenant des technologies vaccinales qui permettent même de produire des vaccins indépendamment de produits du pathogène, hein, c'est-à-dire qu'avec de la chimie pure, et donc c'est le cas par exemple des vaccins ARN, eh bien on arrive à produire ce médicament qu'est le vaccin. Alors, les vaccins qui sont disponibles dans l'Union européenne pour commencer cette campagne de vaccination contre la Covid, ils sont de deux types. Il y a d'abord les vaccins ARN qui sont les plus innovants parce qu'il n'y avait jamais eu de vaccin enregistré pour immuniser les êtres humains avant la Covid. Ce n'est pas tout à fait vrai pour les vaccins à adénovirus non réplicatif ou à vecteur viral. Donc c'est AstraZeneca le premier qui arrive, puisque dans cette catégorie de vaccins, il y avait déjà eu l'enregistrement d'un vaccin contre Ebola avec ce type de technologie. Alors, on va d'abord parler des vaccins ARN. Ce sont les premiers qui sont arrivés, donc tout le monde a entendu parler, Pfizer, Moderna. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit, dans la production du vaccin, de fabriquer un ARN messager. Et ça, les chimistes savent faire ces choses-là, qui est jumeau de l'ARN messager naturel de la protéine spike dans le virus. Et cet ARN donc qui code pour une protéine de préfusion. Ça, c'est un terme technique pour dire que voilà, c'est pas exactement la réplication identique dans le détail de l'ARN naturel. C'est un ARN vaccinal et il est enrobé dans des nanoparticules parce que les ARN, si on les injecte comme ça dans le deltoïde, comme on le fait pour une vaccination, ils vont être immédiatement dégradés dans le tissu musculaire. Et pour pouvoir permettre à cet ARN de rentrer dans les cellules, dans le deltoïde, là où on va injecter le vaccin, eh bien, il y a cette petite sphère de nanoparticules lipidiques qui va permettre au vaccin d'arriver à destination. Alors, en bas à droite, j'ai voulu figurer, avec une figure que j'ai empruntée un journal à grande diffusion dans le milieu médical, le fait que par les pointillés, il y aurait une dégradation de cet ARN messager s'il n'était pas dans des nanoparticules. Et les nanoparticules, elles vont permettre donc à cet ARN messager de rentrer dans le cytoplasme des cellules à proximité de là où il y a l'injection vaccinale. Et à ce moment-là, cet ARN messager, il va être traduit dans le cytoplasme en fragments protéiques qui vont être exprimés à la surface des cellules. Et là, les cellules de l'immunité qui ont pour rôle en général de faire la police vont immédiatement reconnaître que ce qui est exprimé ne correspond pas à quelque chose qui relève de la biologie humaine, mais que c'est un fragment d'une protéine étrangère, en l'occurrence d'un virus. Et à ce moment-là, les mécanismes de l'immunité cellulaire et immorale vont se mettre en branle pour produire des anticorps et produire aussi des cellules qui ne sont pas mesurables par le titre des anticorps. Ces cellules, elles ont des capacités dans la réponse immunitaire. Et il n'y a pas de modification du génome humain par ce type de technologie. Et le vaccin aussi, c'est un vaccin qui est sans adjuvant de l'immunité, que la simple introduction de l'ARN messager va générer une réponse immunitaire qui ne
n'implique pas du tout, qui est aussi puissante que si on avait utilisé un adjuvant. Donc, il n'y a pas d'adjuvant dans ce type de vaccin. L'autre stratégie, c'est celle du vaccin à vecteur viral qui correspond donc au vaccin AstraZeneca et puis Janssen qui va arriver ensuite. Et bien là, en fait, ce vecteur viral, c'est un adénovirus. Donc, c'est un virus qui donne des infections tout à fait bénignes et qui est utilisé comme un cheval de Troie pour faire rentrer le fragment, un fragment d'ADN qui code pour la protéine spike dans les cellules. Et on va le voir sur le schéma dans la diapositive suivante, comment les choses se passent. Alors, je vous l'avais déjà dit, ce vaccin, il appartient à une famille, à une plateforme vaccinale qui avait déjà vu un enregistrement auparavant pour immuniser contre Ebola. Et donc, ces vaccins sont des OGM, c'est-à-dire qu'on on a pris au départ un adénovirus, on l'a modifié génétiquement, pour qu'il ne génère pas, qu'il soit dit défectif et qu'il n'ait pas la capacité biologique de générer une infection et de se reproduire. Il n'a que la capacité de rentrer dans la cellule pour y délivrer le fragment d'ADN et on va voir ce qu'il devient. Alors, vous voyez, donc, ce fragment d'ADN, il va rentrer dans la cellule, il va aller jusque dans le noyau de notre cellule, mais il ne va pas du tout se mélanger avec notre génome, c'est biologiquement absolument impossible. Et ce qui va se passer à partir de là, eh bien, c'est que dans le noyau, il va y avoir une production d'ARN par nos cellules. Cet ARN qui était directement inoculé avec les vaccins ARN, en fait, il est produit par nos cellules avec les vaccins à vecteur viral. Et ensuite, cet ARN messager va être traduit dans le cytoplasme en fragments protéiques de la protéine spike. Et on arrive au bout du compte à peu près au même résultat, c'est-à-dire une réponse immunitaire avec ce type de vaccination. Alors ici, on va passer aux notions d'efficacité et de tolérance, puisque ce qu'on demande à un vaccin, c'est d'être efficace et puis d'être suffisamment bien toléré pour être administrable à des millions, voire des milliards de personnes, puisque voilà, c'est ce qui risque de se passer avec la pandémie. Et vous avez en haut et à gauche la figure qui vous montre en rouge l'incidence des cas de Covid pour les gens qui ont reçu dans les essais thérapeutiques avec le Pfizer le vrai vaccin et qui ont reçu le placebo en rouge, pardon, et ceux qui ont reçu le vrai vaccin en bleu. Et donc vous voyez que peu de temps après l'injection, vous avez en bas le nombre de jours après l'injection vaccinale, qui va de 0 à 119. Et vous voyez qu'à partir de J14, à peu près, il y a une dissociation des deux courbes. Donc, 2 semaines après l'injection du médicament, eh bien, on voit qu'il y a un plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de nouveaux cas de Covid chez les gens qui ont reçu le vaccin ARN, alors que ceux qui ont reçu le placebo, ils continuent à faire la Covid. Et donc, c'est l'illustration de l'efficacité vaccinale. Et en haut à droite, alors à gauche, c'était le vaccin Pfizer, vaccin ARN, et en haut à droite, vous avez à peu près le même type de courbe. La différence, c'est que dans les essais thérapeutiques qui ont été faits avec les vaccins à vecteur viral, eh bien, il n'y a pas eu de groupe placebo. Vous avez en bas, en rouge, la courbe quasiment en plateau de ceux qui avaient reçu le vaccin contre la Covid. Et en bleu, il y a ceux qui ont été vaccinés avec un vaccin contre le méningocoque. Et évidemment, le vaccin contre le méningocoque ne marche pas pour protéger contre la Covid. Et on en a l'illustration graphique de manière assez spectaculaire. Et ces essais de phase 3 ont laissé apparaître une efficacité très importante pour les vaccins ARN, tout à fait solide aussi pour les virus non réplicatifs, c'est-à-dire à vecteur viral, annoncé plutôt autour de 60% dans les essais de phase 3.
Et alors, je vous montre aussi ce qu'on fait quand on fait des essais thérapeutiques. On ne regarde pas seulement l'efficacité, mais on fait un inventaire très strict des effets indésirables, hein, puisque on ne se contente pas de dire aux gens qui ont participé aux essais, vous reviendrez nous voir si vous n'êtes pas content. Il y a des dates bien fixes où on les suit. Ça fait partie du protocole, il s'y engage au départ, et on regarde. Alors, ce qu'on regarde principalement, ce sont les effets secondaires locaux, et donc principalement la douleur au site d'injection, des signes inflammatoires de l'épaule, hein, c'est-à-dire la rougeur et le gonflement. Et donc tout ça est répertorié de manière extrêmement rigoureuse, avec des effets indésirables qui sont, mais on y reviendra plus tard, finalement fréquents, mais en général tout à fait acceptables. Et il y a aussi les signes systémiques, hein, c'est-à-dire qu'on regarde la fièvre, la fatigue, les maux de tête, les frissons, des douleurs musculaires ou arthralgie qui peuvent être associées éventuellement ou pas à de la fièvre et qui sont des signes généraux d'effets indésirables. Alors, en fait, ce qui ressort de ces essais, c'est que parallèlement au fait qu'on a une grande efficacité, eh bien, on a des effets indésirables qui sont fréquents, mais qui sont en général tout à fait mineurs et qui sont généralement d'autant plus importants qu'on vaccine des sujets plus jeunes. Et en général, on arrive à très bien à juguler ces effets secondaires par prise de paracétamol, si c'est par exemple de la fièvre. Et notamment, ça a été décrit avec le vaccin réplicatif AstraZeneca, mais qui dans notre pays a été utilisé principalement chez des gens jeunes, beaucoup plus jeunes, que l'autre qui a été prescrit chez des gens plus âgés. Et on sait qu'un vaccin donné, il est mieux toléré chez les sujets âgés que chez les sujets jeunes. Donc là, le vaccin, là, c'est la diapositive pour parler des effets indésirables du vaccin vecteur viral avec donc, il est dit réactogène, hein, c'est-à-dire qu'il génère de l'inflammation et dans l'inflammation, il peut y avoir des signes locaux d'inflammation, mais il peut y avoir des signes généraux. Et on a tous entendu parler ou croisé des gens qui ont eu 39 de fièvre quelques heures après avoir reçu ce vaccin. Et pour autant, ça se passe toujours bien et au bout de 2-3 jours maximum, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc des effets indésirables, encore une fois, fréquents, mais pas du tout qui remettent en cause, en tout cas, l'utilité de la vaccination. Alors, dans la deuxième partie de l'exposé, je vais juste aborder des points qui, je pense, vont peut-être, en tout cas, j'espère, générer des questions ou des débats sur un certain nombre de points, puisque la Covid, ça a posé, pour tout un tas de raisons, tout un tas de problèmes éthiques, et spécifiquement la vaccination. Alors, on a entendu critiquer le développement vaccinal sur le thème d'un développement qui aurait été bâclé. Ensuite, on a aussi beaucoup parlé de la question du consentement, puisque les premières personnes qu'on a vaccinées dans notre pays sont des personnes qui avaient souvent des troubles cognitifs, puisqu'on a commencé à vacciner dans des EHPAD. Il y a aussi la question d'établir des priorités. Et puis ensuite, je reviendrai quand même sur chacun des points dans les diapositives suivantes. Établir des priorités, hein, c'est-à-dire que voilà, comment est-ce qu'on dit qu'on va commencer à vacciner certaines personnes et pas d'autres, et sur quels critères on l'a fait. Après, il y a la question de la réalité de la pénurie relative de vaccins et de la question que ça pose sur les choix des vaccins et la transparence des choix. Et puis, le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est celui de l'équité dans la vaccination à travers le monde, qui a été tout de suite pointé comme une nécessité avec un virus qui, lui, traverse évidemment les frontières et qui n'a rien à faire du nationalisme vaccinal. Alors, le développement bâclé est sous-entendu un développement dangereux, c'est-à-dire que voilà, on a travaillé trop vite et on risque d'utiliser des médicaments qui sont des médicaments pas bien finis. Alors, c'est un fait que le développement de la vaccination contre la Covid, ça a été vraiment quelque chose, compte tenu des moyens aussi qui ont été mis en œuvre,
qui a été spectaculairement rapide. Vous voyez, on a mis moins d'1 an, alors que voilà, jusque-là, on n'avait jamais vu de développement qui durait moins de 10 ans avec pour les autres vaccinations. Mais si on regarde en fait la méthodologie de développement des médicaments que sont les vaccins, eh bien, les phases, elles ont été accélérées, elles ont été chevauchées, mais il n'y en a aucune qui a été oubliée. De la phase préclinique jusqu'aux essais de phase 3 et la soumission devant les agences du médicament, eh bien, tout a été fait comme on fait d'habitude, sauf que ça a été fait absolument au pas de charge. Et on comprend bien pourquoi, compte tenu du contexte. Après, il y a la question des consentements des personnes avec troubles cognitifs. Et là, j'ai trouvé un article que j'ai repris, qui était écrit à 4 mains, à la fois par des gériatres et puis par des personnes, des juristes, un magistrat et un enseignant en droit. Et on est dans un contexte où, dans l'état actuel du droit français, la vaccination contre la Covid n'est pas imposée. Pour rendre une vaccination obligatoire, il faut modifier la loi. Et ça n'a pas été fait, et ça n'est dans l'immédiat pas à l'ordre du jour. Alors évidemment, il y a des conditions dans lesquelles la vaccination doit se placer, donc une information loyale, en demandant le plus possible aux personnes qui sont que ça concerne, ou aux structures que ça concerne, et là ça s'adressait principalement aux EHPAD et aux USLD, c'est-à-dire des structures d'hébergement des personnes âgées, d'anticiper à l'entrée pour connaître finalement le plus possible avec les patients ou les personnes de confiance la position de la personne vis-à-vis de la vaccination. Et il y a aussi évidemment les directives anticipées qui peuvent permettre de préciser ce choix. Et donc, il s'agit de ne rien faire qui contrevienne aux règles habituelles du consentement du patient et ou de sa famille. Là, je vous ai mis le lien si vous voulez voir l'intégralité de cet article. Alors, en fait, on s'est retrouvé avec la vaccination contre la Covid dans une question où à la fois il y avait la protection individuelle et aussi la protection collective. Et d'ailleurs, c'est dans des collectivités qu'on a commencé à vacciner de manière ultra prioritaire. Et on est dans une stratégie, je dirais, d'adhésion individuelle par la pédagogie à une démarche collective. Donc, on demande à chacun, après avoir reçu une information loyale, éclairée, d'adhérer à une démarche collective. Alors, pourquoi est-ce que c'est une démarche collectiviste ? Eh bien, d'abord parce qu'il s'agit d'une maladie à transmission interhumaine. Et ça, c'est aussi vrai, par exemple, pour la vaccination contre la grippe. Il y a une dimension altruiste de la vaccination. C'est-à-dire que c'est bien évident quand même que quand on se protège, on protège un peu les autres. Même si au départ, et en l'occurrence, on a eu d'abord des informations sur la capacité des vaccins à protéger les personnes, on pouvait quand même supposer que ça allait un peu protéger collectivement. Voilà. Et on reste dans cette vision des choses. Et puis, il y a des conséquences extra-sanitaires de la crise sanitaire. Il y a des gens qui sont au chômage du fait de la crise sanitaire. Et on peut aussi se dire que plus on va vacciner rapidement et plus on va sortir de la crise, y compris avec ses conséquences extra-sanitaires. Alors, l'établissement des priorités, au nom de quoi ? Alors, clairement, en France, on a quand même fait le choix de donner une grande place à la réduction de la mortalité liée à la Covid, en commençant à vacciner dans les EHPAD, puisque c'est un tiers des décès sont représentés rien que par les EHPAD dans l'épidémiologie française. Et c'est quand même là, et en plus, dans un environnement où il y avait eu beaucoup de clusters, beaucoup de Covid nosocomiaux, qu'on a décidé de se lancer dans la vaccination.
Les priorités, elles ont été aussi édictée par la question de la pénurie relative du vaccin, la distorsion importante entre l'offre et la demande. Et donc, on s'est dit, puisqu'on va pouvoir vacciner dans les premières semaines qu'une toute petite partie de la population, quand même, on va pas vacciner le premier venu. On va commencer, on va avoir des critères pour ça. Et puis, il y avait aussi les critères, des contraintes logistiques qui ont joué un rôle. Vous savez que les médecins sont rentrés plus tard dans la danse pour vacciner. Ça n'a été fait qu'en centre au départ. Et évidemment, ça va changer. Et ces priorités, elles sont nécessairement discutables, mais c'est à côté de ces considérations liées au risque de décéder ou d'être hospitalisé, il y a eu aussi la volonté pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux de se protéger contre les arrêts de travail, il faut aussi le dire, en vaccinant les personnels de santé. Et quand je dis les personnels de santé, ce n'est pas simplement les professionnels de santé. C'est-à-dire, il y a aussi les administratifs dans ces établissements ou les personnels techniques. Alors, la question de la pénurie, du choix du vaccin et de la transparence des choix, là aussi, on est quand même très conditionné par ce qui existe, puisqu'on n'a pas du tout aujourd'hui tous les vaccins qui seront disponibles dans 6 mois. Et quand on veut se faire vacciner rapidement, on a le choix entre ce qui existe. Et encore, vous avez bien vu que pour tout un tas de raisons, mais liées aussi à la chronologie d'arrivée des médicaments, on a fait des choix en commençant à vacciner les plus âgés par les vaccins ARN. Et puis, après, les choses ont évolué en fonction des résultats de nouveaux essais. Mais on a des choix qui sont actuellement limités. Et puis, le dernier point, c'est COVAX, principalement, mais pas seulement, puisque dans la coopération internationale, il y a la volonté de permettre au monde entier de se faire vacciner. Et vous savez que les pays sont dans une inégalité incroyable par rapport à ça pour des raisons économiques. Et en fait, il y a 2 choses. On a vu par des jeux géopolitiques des dons de médicaments faits de diverses venant de divers pays. Et ça, on n'est pas dans un grand multilatéralisme, c'est-à-dire on est plutôt dans la gestion à travers la pandémie de questions géopolitiques. Et à côté de ça, il y a une grande initiative qui est pilotée par l'ONU, qui est COVAX, qui est co-dirigée par ce qui est écrit dans la diapositive. Et en fait, c'est un objectif de permettre à des donateurs internationaux de diriger leurs fonds vers des professionnels de la vaccination qui ont été fédérés dans COVAX pour accroître la capacité de production des vaccins. Et donc, on en a eu l'illustration la semaine dernière où on a vu les premiers vaccins produits en Inde grâce au financement et aux garanties qui avaient été données par COVAX aux industriels arriver. Donc, ces vaccins sont arrivés dans des pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ont été servis les premiers. Et donc, c'est une initiative pour contrer le nationalisme vaccinal. Et là, il y a une question aussi de politique derrière, de se dire que le virus ne connaît pas de frontières et il va bien falloir, pour protéger le monde entier, que tout le monde soit vacciné. Et ça va prendre énormément de temps, puisque, encore une fois, compte tenu des inégalités économiques, il va y avoir du retard dans certaines régions du monde. Voilà, j'ai fini mon exposé et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci, professeur Fauché, pour votre intervention très claire sur les différents types de vaccins, les enjeux éthiques de la vaccination. Et puis, pour ce focus aussi final, on en parle beaucoup dans les médias, de l'égalité d'accès au vaccin, pardon, je ne trouvais pas mes mots, et cette nécessité mise en lumière par l'OMS qu'on est dans une course commune contre le virus et qu'on sera en sécurité, ça c'était la devise de l'OMS,
que le monde ne sera en sécurité que si tout le monde fait des efforts communs. On l'a vu avec la Chine qui donne des vaccins avec des enjeux géopolitiques importants. On a 2 questions de Marie-Paul. Donc, c'était plutôt pour le professeur Hans. Combien de temps, ou vous, si vous le souhaitez, combien de temps les IgG demeurent détectables après une infection SRAS-CoV-2 ? Il est vrai. Alors, ils n'apparaissent pas toujours. Hein. Ils apparaissent, la réponse en anticorps, elle est conditionnée par, d'une part, la charge virale au moment de l'infection et puis par le statut immunitaire de la personne. Après, on voit apparaître ces anticorps, dans le meilleur des cas, dans un délai de 10 à 15 jours après le début de l'infection. Et leur durée, on estime quand même que pendant 6 mois au moins, mais alors on n'a quand même pas un recul, et probablement beaucoup plus longtemps chez la majorité des gens qui ont été infectés, on a des anticorps qui restent à des taux tout à fait détectables. Et c'est la raison pour laquelle on n'envisage pas de recommander la vaccination à des gens qui ont fait la Covid avant 6 mois après leur épisode. Pour à ce moment-là faire en fait une injection de rappel, puisqu'ils ont déjà été exposés à la protéine spike naturelle, faire une injection de rappel avec la vaccination. Je voudrais juste rajouter un petit point de précision de virologue sur ce sujet. Alors effectivement, les études sont forcément limitées aujourd'hui par la durée le recul finalement. Hein. Et là, il y a une dernière étude qui est sortie qui a montré une persistance à peu près chez 90% des patients à 7 mois post-infection. Mais ce à quoi il faut prendre garde aussi, c'est le type de trousse utilisée. Et ça dépend un peu du laboratoire dans lequel vous allez faire votre sérologie, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai montré, il y a différentes protéines dans le virus, et certaines trousses vont détecter les anticorps dirigés contre la protéine S, justement celle. Et dans ce cas-là, avec ces trousses-là, on pourra détecter les anticorps aussi suite au vaccin. Et par contre, il y a des trousses qui détectent les anticorps antinucléocapsides, donc qui est une autre protéine. Et là, effectivement, si votre labo utilise cette trousse-là, le résultat post-vaccination sera forcément négatif. Donc, il ne faut pas conclure à tort trop rapidement à une inefficacité de la vaccination si on n'est pas sûr de la trousse utilisée. Et le deuxième point aussi, c'est quand on regarde la cinétique de décroissance des anticorps, ça décroît aussi beaucoup plus vite avec les antinucléocapsides que les anti-S qui persistent, eux, aujourd'hui jusqu'à à peu près 6-7 mois chez une grande majorité de patients. Voilà. On avait une autre question. Que pensez-vous de l'étude écossaise sur l'efficacité de l'AstraZeneca ? J'en pense beaucoup de bien parce que ça a l'air d'aller mieux en Écosse. Et voilà, et ça, c'était un grand soulagement de voir qu'ils ont des résultats dans des conditions d'utilisation en population qui sont même qui apparaissent supérieurs à ceux des essais de phase 3. En sachant qu'en Écosse, ça peut surprendre, ils ont principalement utilisé le vaccin Pfizer chez des jeunes et le vaccin AstraZeneca chez des sujets âgés. Je ne sais pas comment ça s'est goupillé chez eux. Donc probablement, je ne sais pas comment ça s'est fait. En tout cas, quand on regarde la stratification par tranche d'âge, on se rend compte que les jeunes, ils ont reçu presque que le Pfizer et les sujets âgés en grande partie l'AstraZeneca. Et ça marche bien, y compris chez des gens de plus de 80 ans. Et c'est probablement mieux toléré que chez les jeunes. Merci. Une dernière question, parce que malheureusement, on est pris par le temps. Par rapport à la perte de chance, excusez-moi, si on attend la disponibilité de certains vaccins, y aurait-il une perte de chance ? Il y a quand même une course de vitesse là-dedans. Hein. On voit bien, certains pays ont fait le choix de passer à l'acte
voilà, et bon, ils ont pu la mettre en œuvre dans cette course de vitesse. Et forcément, c'est quand même aller vite, c'est un avantage. On voit bien que si on ne va pas aussi vite que ça en France actuellement, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'il y a tout un tas de conditions qui font qu'on n'arrive pas à accélérer. Et donc, l'accélération, elle est dans les annonces. Elle sera dans la réalité ultérieurement, mais pour l'instant, elle n'est que dans les annonces, hein, puisque c'est dans les plans, mais ce n'est pas encore mis en œuvre. Alors, évidemment, on peut encourager que les gens à se faire vacciner, mais actuellement, à l'heure où on parle, il me semble qu'il n'y a pas de panne de la demande de vaccination. Il y a plutôt beaucoup de gens qui voudraient se faire vacciner rapidement et qui font la queue, il me semble. C'est ce qu'on entend tous les jours au centre de vaccination. Hein. Merci Sébastien, merci Jean-François, Sophie. On va laisser la parole à Philippe Nubicpo pour la dernière intervention. Donc, merci beaucoup aux organisateurs pour m'avoir invité à vous parler des représentations sociales de la vaccination. Aujourd'hui, nous savons que l'hésitation vaccinale a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme une des 10 menaces pour la santé mondiale en 2019. Depuis le début du XXe siècle, la vaccination a permis de lutter efficacement contre différentes maladies infectieuses, mais avec l'épidémie de la COVID-19, des opinions divergentes sur la question de la vaccination s'expriment. Notre propos va essayer de mettre en perspective la place des représentations sociales dans les attitudes contradictoires face à la vaccination, malgré un développement des connaissances scientifiques sur le sujet. D'une manière générale, le comportement ou l'attitude en pratique d'un individu ou d'un groupe d'individus dans une situation donnée va être conditionné par ses connaissances, ses croyances, bref, ses représentations socioculturelles. Donc, d'une manière générale, comme je vous disais, le comportement ou l'attitude en pratique d'un individu ou d'un groupe d'individus dans une situation donnée va être conditionné par ses connaissances, ses croyances, bref, les représentations socioculturelles. Et la représentation sociale est une forme de connaissance socialement élaborée, partagée, qui a une visée pratique et qui concourt à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Il s'agit d'un savoir plutôt naïf, d'un savoir du sens commun par opposition au vrai savoir dit scientifique. Selon Abric, la représentation est le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique. Et pour Doise, ce n'est pas la réalité, je crois que ce qui est important, mais c'est une interprétation du réel. Ces représentations, comme vous pouvez le voir, ont de nombreuses fonctions, à savoir une fonction de connaissance, comprendre et expliquer la réalité, transmettre des connaissances sur l'objet représenté, une fonction identitaire qui vise à sauvegarder la spécificité des groupes, une question dans l'orientation des comportements et une question de justification a posteriori de ces comportements. Les représentations ont en général un noyau central qui est difficile à modifier et puis ils ont une périphérie qui est plus malléable. Diapositive. Alors, comment comprendre le hiatus qu'il y a aujourd'hui entre les connaissances scientifiques et les opinions, attitudes et pratiques de l'autre, notamment chez les Français? Lorsque nous enquêtons sur les opinions des Français, nous recueillons selon la manière où on enquête, soit leur connaissance, soit leur représentation sociale, parfois les deux, et ce qui sont des choses différentes. Que nous disent aujourd'hui les enquêtes sur les opinions des Français au sujet de la vaccination Covid? Les Français, y compris le corps médical et les paramédicaux, hésitent à se faire vacciner et ont plus peur de certains vaccins que d'autres. Quand on essaie de comprendre les représentations des Français au sujet de la vaccination Covid, il faut tenir compte d'un certain nombre de phénomènes qui sont notamment la construction à travers l'histoire d'un savoir profane au sujet de la vaccination, la crise de confiance actuelle envers le politique et les institutions,
Et enfin, les informations insuffisantes des Français au sujet de la vaccination. Quelles sont les représentations sociales de la vaccination au fil de l'histoire? Comme le rapportent Vigneault et Salvadori dans leur ouvrage « Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours », après l'invention de la vaccine, on observait chez les gens, donc déjà à l'époque, la peur du transfert du sang bovin à l'humain, avec des idées que la vaccination peut transmettre la syphilis, etc. Un peu plus tard, les lois d'obligation vaccinale en Europe, donc fin 19e, début 20e siècle, vont susciter des représentations du vaccin comme viol du corps féminin avec une dimension sexuelle. On fera même des jeux de mots comme mauvais et bon pasteur. Ces lois vont paroxyser les coalitions de mouvements antiféministes, de mouvements hygiénistes, de mouvements animalistes, avec la peur même d'être chimérisés. Pourtant, au XXe siècle, l'opinion publique en France est une des plus favorables à la vaccination, nourrie notamment par les succès et la notoriété de Pasteur et l'aura de la France dans la perspective des droits humains. Il existe aujourd'hui en France un décalage entre les opinions et les pratiques concernant la vaccination, dont les fondements sont mal connus. Les informations proviennent d'études à méthodologie variable, parfois discutables. Nous allons évoquer quelques-unes de ces études qui nous paraissent assez intéressantes. Dans ce diaporama, vous voyez des résultats d'une étude menée par Sardy et collaborateurs en 2012 qui avait pour objectif d'étudier les représentations sociales de la vaccination chez les patients et les médecins et de les comparer. Ils ont ainsi inclus 30 patients et 30 médecins généralistes dans le cadre d'une étude basée sur la méthode de l'évocation hiérarchisée. Donc, les personnes sont interrogées et devaient citer librement par écrit 7 mots ou groupes de mots ou associations à partir du concept inducteur qui était la vaccination. Ensuite, il fallait classer par ordre d'importance. Les associations identifiées ont été classées en 7 thèmes et 27 sous-thèmes que vous voyez sur la figure. Et leur fréquence, leur connotation et leur importance ont été comparées entre les deux groupes. Il en ressort que la vision globale de la vaccination des médecins est positive, alors que celle des patients est plus neutre. Pour les patients comme pour les médecins généralistes, la vaccination est plutôt perçue comme un soin médical dont les cibles principales sont les enfants et l'objectif central, la prévention, et dont l'efficacité est implicite. Cependant, les patients apparaissent plus préoccupés par les effets secondaires potentiels de certains vaccins, alors que les médecins mettent plutôt en avant l'innocuité de la vaccination. Et les médecins ont une vision collective de la vaccination, alors que certains patients critiquent un manque de ciblage des vaccinations. Pour les deux groupes, les fondements immunologiques de la vaccination sont occultés, comme si la représentation sociale qui fonde l'acceptation du vaccin en termes de bénéfices est plus l'idée de prévention plutôt que la connaissance des mécanismes immunologiques qui en font l'efficacité. Donc, cette idée de prévention serait le noyau central de la représentation sociale associée à la vaccination. Diapositive. Guémard et Idrio, en 2020, ont mené une étude en psychologie sur la représentation sociale du vaccin en France à l'aide d'un questionnaire basé sur une méthodologie mixte et composé de 3 parties. Le questionnaire a été publié sur le réseau social Facebook de mars à juin 2019 sur les sites de groupes de personnes se déclarant comme anti-vaccins et sur le site des groupes dits neutres. Dans la première partie, un test d'association libre a été proposé avec l'inducteur vaccin. Les répondants devaient donner les 5 mots leur venant à l'esprit quand on leur proposait ce terme. Cet outil, largement utilisé dans les études de représentation sociale, permet d'accéder à la représentation sociale spontanée. Dans la seconde partie, après avoir précisé s'ils étaient pour ou contre la vaccination, les répondants devaient s'exprimer sur 4 questions opinions traitant de la vaccination. Toutes ces questions étaient évaluées sur une échelle de Likert en 10 points. Alors, comme on le constate sur le tableau suivant, la représentation sociale du vaccin est différente en fonction des groupes. Chez les groupes pro-vaccin, reculez d'une diapositive, s'il vous plaît. Le noyau central est caractérisé par les notions de protection, de santé et de sécurité, notion d'efficacité, de progrès et d'utilité, et avec la première périphérie marquée par les notions de prévention
et également les notions de couverture vaccinale, de santé publique, etc. Chez les anti-vaccins, diapositive suivante, la représentation centrale du vaccin est dominée par la notion de poison, par la notion de toxiques, métaux, etc. Et dans les représentations périphériques, on a la notion de maladie, de mort, de handicap, etc. Diapositive. Chez 120 répondants, on leur a demandé de donner des raisons pour lesquelles ils étaient pour ou contre. Parmi ces répondants, 97 font partie du groupe pro-vaccin et 24 font partie du groupe anti-vaccin. Avec le logiciel spécifique d'analyse qualitative, on a analysé les verbatims et les verbatims les plus illustratifs de chaque contexte ont été sélectionnés. Et donc, là, sur cette diapo, nous voyons les captures d'écran où les pro-vaccins associent la vaccination plutôt à la vie, à l'intérêt de la personne, à la santé publique, alors qu'en bas, les anti-vaccins vont l'associer plutôt à maladie, à des effets secondaires chez les bébés, à une atteinte du corps de l'enfant, etc. Diapositive. Donc, après cet aperçu sur les représentations sociales de la vaccination, on va se pencher un instant sur ce qui nourrit ces représentations sociales et donc détermine l'hésitation vaccinale. Premier abord, c'est la crise de confiance envers le politique. Ainsi, alors qu'on dépassait 90% au début des années 2000, la proportion de personnes favorables à la vaccination est tombée à 75% en 2016 et 61% en 2010 entre-temps. Les peurs des Français semblent avoir été alimentées par différents événements. Depuis les années 90, l'actualité médiatique française est régulièrement marquée par des scandales sanitaires, par exemple l'affaire du sang contaminé dans les années 90, l'affaire du Mediator dans les années 2010, l'affaire des prothèses PIP en 2010 et les polémiques sur les vaccins. Suspension de la campagne vaccinale contre l'hépatite B en 1998, gestion catastrophique un peu de la pandémie, grippe H1N1, et en 2009, etc., avec pour conséquence tout ça de marquer durablement l'imaginaire collectif. Cela a érodé la confiance de la population en la légitimité et l'innocuité des vaccins, d'une part, et en la compétence et à l'indépendance du pouvoir face au lobbying pharmaceutique, d'autre part. En parallèle, avec les peurs du 19e siècle que j'évoquais en début de mon exposé, on peut citer aujourd'hui nos angoisses contemporaines qui concernent la peur des organismes génétiquement modifiés, des pollutions, de la finance, et qui doivent aussi jouer un rôle dans l'hésitation vaccinale. Diapositive. Les Français sont également pas suffisamment informés sur la vaccination. Et les représentations sociales reflètent cette information insuffisante. Selon Louise, en 2019, qui a étudié ces aspects, l'impact des médias, l'information en continu ont favorisé la saisie du champ de la vaccination par les complotistes, les anti-vaccins. Ainsi, on va noter une asymétrie dans la réception des informations, dans le sens où les informations négatives, donc relayées par tous les groupes anti-vaccins, vont être beaucoup mieux perçues que les informations positives. Et on note d'autre part que la transformation du marché de l'information aujourd'hui et la crise de confiance vis-à-vis des institutions ont entraîné une propagation rapide d'informations fausses, invérifiables. Et la France serait aujourd'hui un des pays où circule le plus d'informations critiques au sujet de la vaccination. À côté de ces deux éléments, donc de croyances réduites aux politiques et aux informations insuffisantes qui vont structurer en partie nos représentations sociales, d'autres éléments vont rentrer en jeu dans l'hésitation vaccinale, notamment la décision d'être vacciné ou de ne pas être vacciné va répondre à ce que j'appellerais une délibération éthique sur les risques et les bénéfices. Si l'éthique est la manière de donner à sa vie la forme qui soit la plus belle possible, comme disait Foucault, il nous semble que l'éthique du citoyen contemporain est de vivre une vie de liberté, de plaisir, sans trop de contraintes, en essayant de préserver l'environnement, étant sourcilleux par rapport à ses droits individuels et défiant par rapport aux contraintes collectives.
Une délibération entre risque et bénéfice est toujours quelque chose de délicat et relève de choix sociétaux. Des études ont montré que la décision vaccinale résulte justement d'un arbitrage intuitif entre, entre les risques et les bénéfices perçus. Cette délibération est fonction de la perception de la maladie. Ainsi, en France, il a été observé une diminution du désir de vaccination entre mai et décembre, passant de 76% à 45%. Notamment quand on étudie les pro-vaccins et les anti-vaccins, les pro-vaccins vont avoir une représentation du danger et de l'épidémie qui est maximisée, alors que le risque vaccinal est minimisé. Alors que les anti-vaccins vont avoir une perception du danger et de l'épidémie qui vont être minorées, alors que le risque vaccinal, lui, est maximisé. Dans une étude récente, Bruel, Gagneux et collaborateurs ont déterminé la proportion de personnes qui ont l'intention de se faire vacciner contre la COVID-19 et de participer à un essai clinique de vaccin en France. Alors, ils ont interrogé 3259 personnes de façon anonyme en ligne et donc 67,4% des répondants étaient donc des femmes. Parmi ces gens qui ont été interrogés, 2512 des participants accepteraient certainement ou probablement de se faire vacciner contre la COVID-19. Et 1550 accepteraient de participer probablement à un essai COVID sur le vaccin, un essai sur le vaccin anti-COVID. Alors, parmi les facteurs qui étaient associés à l'acceptation du vaccin ou à la participation d'un essai, il y avait l'âge avancé, le sexe masculin, la peur de l'infection, le fait de travailler dans le domaine de la santé et le fait d'avoir un risque perçu individuel de cette maladie. L'hésitation vaccinale, par contre, était associée à une diminution de l'acceptation du vaccin. Pour conclure, si l'éthique peut être considérée comme un rapport à soi et au monde, dans le monde actuel, je dirais que ce rapport est marqué par une forme de complexité, par une multiplicité des connaissances, des demandes, des incertitudes sur les croyances qui vont rendre vulnérable le sujet, et puis également la surspécialisation qui vont rendre toute maîtrise d'une connaissance donnée difficile. On le voit à travers les deux exposés qui ont précédé le mien, il faut déjà être un spécialiste pour comprendre ces enjeux. Une revue de la littérature récente sur les connaissances, attitudes et pratiques envers la vaccination obligatoire montre que malgré le bruit important des mouvements anti-vaccins, la majorité des populations semble être en faveur des politiques de vaccination obligatoires en France. Les médecins généralistes sont à l'origine de 90% des prescriptions de vaccins. Et des travaux aussi bien en France que dans le reste du monde, notamment aux États-Unis, montrent que les recommandations des médecins généralistes ont une influence importante sur le comportement vaccinal de leurs patients. Et donc, je pense que cette information, il faut la saisir. D'autre part, la Commission nationale d'éthique a émis un avis sur les enjeux éthiques d'une politique vaccinale contre la COVID-19. Parmi elles figure la nécessité d'une information transparente de la population, la nécessité de ne pas prendre en otage des soignants par une pression morale insoutenable. L'idée de rendre obligatoire le vaccin AstraZeneca, il va falloir y réfléchir quand même un peu et être prudent. Et puis finalement, la Commission nationale d'éthique a également suggéré de faire du vaccin anti-Covid-19 un bien commun mondial, rejoignant tout à l'heure les préoccupations. Merci Philippe pour cette très belle conclusion.